Eh bien, rebonjour à toutes et à tous, à ceux qui étaient déjà présents. Donc, pour cette nouvelle table ronde qui sera dédiée aux intolérances et allergies alimentaires, j'ai le plaisir bien, de recevoir Marianne Manier Moreno. Je prononce bien. Bonjour, très bien. Donc, vous êtes autrice, chef pâtissière, et vous êtes consacrée essentiellement à la recherche de l'alimentation anti-inflammatoire, si Mhm, je ne me trompe pas. mhm. Normalement, nous avons un invité qui est chef cuisinier, qui est le chef Philippe Renard. Nous espérons qu'il nous rejoindra dans les minutes qui viennent, mais sinon, bien, nous aurons un dialogue assez nourri sur ce sujet qui concerne de plus en plus de monde, donc les allergies et les intolérances alimentaires. Moi, je suis Grégory Gilbert, je suis pharmacien. J'ai fait un peu d'immunologie aussi et ma spécialité, c'est plus la gestion des interactions entre les aliments et les médicaments. Donc, comment adapter l'alimentation en fonction des traitements chez les malades chroniques. Alors, aujourd'hui, le sujet des allergies et intolérances alimentaires, c'est un sujet qui est assez prégnant puisque souvent il y a une confusion entre qu'est-ce que c'est qu'une intolérance et qu'est-ce que c'est qu'une allergie. Mm. Je pense que vous l'avez bien vu aussi au quotidien. Oui, oui, bah, l'allergie concerne finalement assez peu de personnes. L'allergie alimentaire concerne au maximum 4% de la population. Et ça va être une réaction franche, immédiate, forte dans les minutes ou maximum les heures qui suivent l'ingestion d'un aliment. Ça peut aller jusqu'à la mort, avec souvent un œdème de Coinck ou des réactions vraiment très fortes. L'intolérance est une réaction beaucoup plus en sourdine en fait. Euh, la réaction la plus immédiate qu'on aura, ce sera peut-être des ballonnements ou enfin, un inconfort digestif, mais ce qui est plus sournois, c'est que c'est une réaction qui peut s'installer sur le long terme, dont on ne se rend pas forcément compte et qui crée des dommages corporels, des douleurs, des inflammations chroniques. Alors, je vais me permettre d'amener une petite nuance, Oui. parce qu'en fait, sur les intolérances, on peut avoir des degrés très graves aussi, puisqu'en fait, la différence entre l'allergie, enfin, d'un point de vue médical, l'allergie va impliquer une réaction du système immunitaire, c'est-à-dire qu'un aliment, un ingrédient est un allergène, et donc, voilà, le système immunitaire va s'emballer et va attaquer tout ce qui se passe au niveau de l'organisme. L'intolérance, c'est une incapacité génétique ou euh, bactériologique, en parlant de notre flore commensale, à dégrader ou à absorber un aliment. Chez certaines personnes, il y a une mutation génétique qui est le déficit en G6PD, la glucose 6-phosphate déshydrogénase. Et en fait, c'est une maladie qui s'appelle le favisme. Et l'ingestion de fèves chez ces personnes peut être fatale. Donc, c'est vrai que le choc anaphylactique, c'est ce qui fait le plus peur. Mais c'est vrai que la variabilité génétique fait qu'on peut avoir des cas relativement graves. Et moi, ce qui m'a intéressé avec votre approche sur cette cuisine anti-inflammatoire, qui est pour moi déjà une première étape vers l'alimentation personnalisée, c'est de se dire ben, quelles sont justement les données disponibles et comment je vais les mettre en musique en cuisine, Mm. si je ne me trompe pas. Oui, oui, tout à fait. Il y a deux types d'aliments auxquels la population est sensible. Ça va être le gluten et les laitages. En général, beaucoup de gens y sont sensibles. Et ça s'explique pour des raisons toutes simples que le gluten, ça vient du blé qui a été muté génétiquement énormément depuis ces dernières décennies, donc très récemment, et on ne s'est pas adapté à ces mutations génétiques. Il a été muté pour être rendu hyper productif. Et ben, les laitages, on a une enzyme qui s'appelle la lactase qui disparaît quand on a 3 4 ans. Et cette enzyme permet de digérer le lactose, le sucre du lait. Et quand on n'a plus cette enzyme, et ben souvent on digère mal le lactose, les laitages. Et si on retire ces deux aliments de notre alimentation, on retire des sources de mauvaise digestion et on digère mieux et on ne fait pas le lit de ces inflammations chroniques.
Oui, et en plus, ça, c'est vraiment une variabilité génétique qu'on va retrouver, enfin des disparités que l'on va retrouver dans différentes parties du monde. Si vous prenez au Royaume-Uni, vous avez un très faible taux de disparition de la lactase au cours de la vie. Si vous prenez dans les provinces d'Inde et du Pakistan, là, quasiment plus personne n'a de lactase. Et en fait, c'est tout simplement aussi Mm. à quel niveau vous êtes exposé Oui, à cette alimentation et est-ce que ces adaptations génétiques vont évoluer au cours oui, oui, oui. du temps. Moi, la question que je me pose, c'est en fait, pour la personne, cette allergie ou cette intolérance, c'est une contrainte subie, Mhm. mais pour le cuisinier ou la pâtissière qui va s'adresser justement à ses clients, eh bien, est-ce que ça ne devient pas aussi une contrainte subie assez importante Alors, dans l'organisation? quand on est soi-même concerné, ce qui est mon cas, moi je suis intolérante au lactose, j'ai eu des douleurs de dos phénoménales jusqu'à ce que je comprenne d'où venait la cause. Et en retirant les laitages, j'ai réparé mes problèmes de dos. Donc, pour moi, ça a énormément de sens. Et du coup, je suis forcément en empathie avec les personnes qui ont cette problématique aussi. Moi, mes enfants, c'est plutôt le gluten. Donc, je vois la pertinence vraiment de l'éviction. Et du coup, forcément, je comprends l'envie de tout le monde d'essayer de les éviter. Moi, je le vois comme un challenge. Je trouve ça très intéressant. Enfin, en cuisine, je trouve ça toujours intéressant de me sortir de ma zone de confort et de voir comment changer de chemin, changer d'aliment, changer de technique pour arriver à des résultats toujours très bons, mais en s'adaptant. Et je trouve ça toujours. Voilà. Moi, le challenge, je le trouve intéressant. Oui. En fait, de la contrainte naît la créativité. Exactement. Et justement, est-ce que vous auriez des exemples sur des techniques de base utilisant les laitages que vous avez mis en place pour justement que cette éviction soit quand même gourmande, bourrée de plaisir, car après tout, la pâtisserie, c'est ça, c'est l'instant plaisir Mm. du repas. Oui, oui, effectivement, pour les laitages, ça m'a demandé beaucoup de travail puisque quand le laitage, c'est à la fois en général quelque chose un peu gras, un aliment un peu gras, le lait est un peu gras, la crème aussi, le fromage, si on sort de la pâtisserie, c'est très gras et c'est aussi très protéiné. Et la protéine est utile souvent en pâtisserie, elle structure les aliments. Donc quand on remplace le lait par un lait végétal, par exemple, on a deux problèmes. Le lait végétal a souvent un goût assez fort, que ce soit amande, avoine, et ça prend de la place dans la réalisation. Et aussi, c'est quasiment de l'eau. En général, c'est pas gras du tout, donc il n'y a pas l'onctuosité qu'on aura dans un laitage un peu gras, et il n'y a pas de protéines. Donc c'est un triple challenge d'intégrer ça dans une pâtisserie. Et l'aliment que j'ai trouvé le plus proche finalement du laitage, c'est le lait de coco, parce qu'il est gras, il a un goût très subtil. Et alors, il n'a pas la protéine. Ça, de toute façon, aucun les végétaux n'ont de protéines. Donc, dans ce cas-là, j'ajoute en général un œuf dans ma préparation pour avoir les mêmes effets finalement chimiques que le lait de vache qui va être protéiné, gras. Voilà, le lait de coco plus un œuf, j'arrive à des résultats très semblables. Et ce qui est intéressant avec le lait de coco, qui est quand même très gras, du coup, il a 17% de matière grasse, c'est qu'il suffit, si jamais c'est trop gras pour la préparation, par exemple des crêpes qui demandaient du lait, il suffit de le couper, de mettre 2 fois moins de lait de coco et de mettre de l'eau à la place. Et on arrive à quelque chose, ou même 3 fois moins de lait de coco et de l'eau à la place. Voilà, il suffit de. Si on veut de la crème liquide, on va prendre le lait de coco tel quel, parce qu'il est gras. Mais sinon, on peut le couper avec de l'eau pour se rapprocher d'un lait. D'accord, donc en fait, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le tâtonnement et puis Oui, les expérimentations exactement. au fur et à mesure pour pouvoir justement Oui, arriver au- j'ai envie de dire, aux caractéristiques organoleptiques qu'on connaît. oui. L'idée, c'est de ne pas non plus perdre la Non. personne, Oui, 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 non, il faut rester avec notre référence habituelle, oui. mais est-ce que justement le fait de vouloir faire une crème pâtissière sans lait euh, n'est pas plus difficile que d'essayer de proposer une alternative sans laitage? C'est très intéressant, oui. En cuisine, j'essaye vraiment.
au lieu de rentrer dans des substituts de farine sans gluten qui vont être des fécules de tapioca, des fécules de maïs, de l'agar-agar, beaucoup d'ingrédients chimiques, et finalement les fécules elles sont pas terribles non plus parce que elles font énormément monter la glycémie, parce qu'elles sont pulvérisées, ça passe dans le sang tout de suite et ça se transforme en sucre. C'est pas forcément des bons substituts. Je trouve qu'en cuisine et avec le gluten, j'essaie plutôt de prendre d'autres aliments. Par exemple de la farine de sarrasin ou de la poudre d'amande, de pas essayer d'imiter le blé désespérément, mais de prendre un autre aliment qui... Bon, on va prendre en compte la poudre d'amande, elle est plus grasse, donc on va peut-être réduire le gras par ailleurs, mais de pas aller vers les substituts, mais de prendre un autre aliment. En pâtisserie, non, il faut... Pardon, excusez-moi, j'ai oublié. C'était quoi votre question? C'était de se demander si finalement vouloir faire une crème pâtissière sans lait, l'idée c'est pas plutôt de faire une crème qui ne soit pas une crème pâtissière, mais qui serait dans l'esprit. Non, il faut rester sur la crème pâtissière. Oui, parce que de toute façon, si on veut aborder, je dirais, ces mutations alimentaires, les gens ont besoin quand même de conserver des repères. Oui. Le changement trop brutal va faire qu'on va avoir plutôt une éviction plutôt qu'une adoption. Non, on va continuer à faire des tartes, continuer à faire des gâteaux. On ne va pas changer la structure même de la pâtisserie, mais c'est effectivement la façon de la faire qu'on va adapter. Alors, est-ce que cette approche, elle s'inscrit aussi dans une approche de développement durable? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut une alimentation de plus en plus végétale, de plus en plus soucieuse de l'environnement. Et cette approche, je pense qu'elle est aussi dans cette démarche globale. La végétalisation, oui. Mais c'est vrai que l'inconvénient de ma trouvaille du lait de coco, c'est qu'il vient de loin. Donc ça m'embête un peu. Contrairement au lait de vache qui est ultra local. Mais il remplit une telle fonction chez les intolérants au lactose de plaisir de manger. Et ça peut vraiment guérir. Je veux dire, quand on arrête moi, j'ai arrêté, j'ai fait des IRM, des scanners, j'ai mangé combien d'anti-inflammatoires. Tout ça, c'est fini. Donc, d'une certaine manière, je sais que tout ça, ça a un coût aussi environnemental, les médicaments, les rayons, etc. Bon, voilà, je me console en me disant, on équilibre peut-être le coût de la non-localité de l'ingrédient du lait de coco par moins de traitements médicamenteux. Maintenant, oui, la végétalisation, c'est sûr que... Mais bon, en pâtisserie, il n'y a pas un impact énorme. Les ingrédients de pâtisserie c'est pas comme la viande ou le poisson qui peuvent avoir plus d'impact. Non, on est d'accord. Mais c'est vrai que il me semble que cette approche de cuisine qui va faire la part belle justement à la suppression du lactose pour les intolérants, les aliments à index glycémique bas pour les personnes diabétiques, le sans gluten pour les intolérants, etc., etc. En fait, j'ai l'impression qu'on commence à prendre conscience que l'alimentation personnalisée est une tendance de fond et que on est en fait, je pense, aux prémices. Est-ce que vous le ressentez par rapport à ce que vous avez pu voir dans vos différentes publications et comment vous le voyez, cette évolution? En France, on est aux prémices, mais quand on voyage un peu, on voit bien qu'on est à la traîne. Dans tous les pays d'Europe, en tout cas, il y a une offre sans gluten, sans laitage absolument partout. Et moi, je donne des cours de cuisine anti-inflammatoire et les élèves qui viennent me disent tous à quel point c'est pénible de se sentir, en France, dans les restaurants, un poids. On sent qu'on embête quand on dit est-ce que vous auriez une option sans gluten? On sent qu'on embête, alors que dans les autres pays, c'est souvent une offre naturelle qui est faite. Et d'ailleurs, Ferrandi, l'école où j'ai fait mon CAP cuisine, m'a contacté pour me dire il faut qu'on commence à former nos chefs maintenant à ça, parce qu'on a trop attendu, on a trop voulu respecter l'institution culinaire française. Et maintenant, il faut qu'on prenne le train en marche et que nos clients puissent avoir des offres qui leur correspondent. Moi, je pense que les restaurateurs, les chefs, quand ils établissent leur carte, ils devraient anticiper qu'il va y avoir des demandes sans gluten, sans laitage végétarien, et qu'ils créent des plats
qui soit très bon, mais qui précise sans gluten, sans laitage. Comme ça, les gens peuvent directement choisir dans le menu, voir vers quel plat ils peuvent aller, sans avoir à embêter le serveur, à dire est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me donner une version adaptée à eux. Je pense que ça devrait être anticipé. Le chef devrait sentir les tendances de fond qu'il y a. Et par exemple, végétarien sans gluten, sans laitage, ce sont des vraies tendances, et les intégrer dans leur menu. Sans oublier toutes les allergies aux fruits à coque qu'on retrouve aussi Oui. assez fréquemment. Oui. Et en effet, je pense que la démarche de se dire comment j'essaye de proposer un dénominateur commun au plus grand nombre de personnes qui vont passer par mon établissement, par ma table, ça nécessite une remise en cause, je pense, de la façon dont aujourd'hui les institutions, les restaurants, la restauration collective travaillent. Et si on n'amène pas une solution un peu clé en main, je pense que tant qu'on n'a pas cette structuration pour les accompagner dans le changement et leur dire non, ça ne va pas devenir une usine à gaz, c'est pas parce que vous allez avoir 5 personnes allergiques que vous allez devoir faire 5 plats différents. On peut trouver des dénominateurs communs, on peut proposer une solution qui puisse satisfaire au plus grand nombre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi cette peur par crainte de se dire ça va devenir un enfer à gérer. Bien sûr, je comprends. C'est déjà très compliqué de gérer un restaurant, hein. Je comprends qu'on n'ait pas envie de prendre ça en compte aussi. Mais... Et d'ailleurs, vous, au niveau de la pâtisserie, c'est pareil. Est-ce que vous avez, par exemple, une recette que vous allez décliner en à la fois du sans gluten, à la fois sans lactose, ou les deux en même temps? Est-ce que vous proposez Oui, tout à toutes fait. ces variations? Je travaille dans 3 écoles de cuisine à Paris et je donne des cours à la fois sans gluten, sans lactose et des cours pour le grand public qui n'a pas ces contraintes. Et j'ai les mêmes recettes adaptées. Et alors, est-ce que c'est facile de travailler un ingrédient que l'on évite? C'est une excellente question. Il y a, oui, effectivement, par exemple, mon talon d'Achille, c'est la boulangerie. J'ai toujours eu un mal fou. Marabout m'avait proposé un livre sur les brioches. J'ai essayé pendant 15 jours. J'ai fait des brioches du matin au soir. Elles étaient ratées, ratées, ratées. Et je savais que c'était le gluten aussi. J'ai dû renoncer. Ça m'a fait mal au cœur, mais j'ai dû refuser parce que je n'arrivais pas. Et je pense qu'effectivement, il y a des freins quand on sait que quand on va le manger, ça va nous faire du mal, quoi. C'est assez étonnant parce qu'en fait, on peut se dire bon, c'est pas pour moi, je vais le faire pour les autres et je vais m'appliquer quand même. Mais finalement, il y a une sorte de rejet viscéral Ouais. qui. J'arrive à le surmonter, hein, Mais, mais pas au point d'en faire un livre sur ce sujet, quoi. oui, Mais j'arrive à le surmonter quand il faut. Oui. le geste en fait se crispe. Il y a quelque chose Ouais, ouais. qui se déroule. Alors, est-ce que parmi les personnes qui sont présentes ici, au niveau de votre quotidien, parce qu'on sait que maintenant, si on n'est pas soi-même allergique ou intolérant, on a des proches qui vont être allergiques ou intolérants. Est-ce que vous, dans votre quotidien, c'est quelque chose qui est assez présent? Est-ce que ça, l'arachide? Ouais, donc ça, c'est l'allergie. Allergie aux cacahuètes, ouais. Mm. C'est bien expliqué au Canada et pas en France. Ouais. Mm. Pardon. Les fruits de mer aussi, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ça aussi, c'est une allergie. Ouais. Ouais. C'est pas une intolérance, mais oui. Oui, ça peut faire des réactions très très fortes. Mm. Ouais. Et alors, est-ce que, de ce que vous pouvez voir justement avec vos proches, vous, vous trouvez qu'il y a une tendance à l'amélioration en France ou c'est encore statu quo? Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Mm.
Hmm. En famille. Hmm. Pour les pâtes, j'aurais bien aimé vous le dire. Pour les prochaines vacances, j'ai une marque, une référence de pâtes au riz complet qui est exactement équivalent au blé. Personne ne se rendra compte qu'ils sont en train de manger sans gluten. Il faut que vous, faut que vous le sachiez pour vos prochaines vacances. Ça, ça n'a aucun Ah, inconvénient pour eux. le seul verdict, de toute façon, c'est le goût. Mais oui, C'est exactement. C'est la exactement seule ça. chose qui compte à la fin. Alors oui, tout le monde aime les pâtes, etc. Mais finalement, si vous proposez une alternative qui soit gourmande, on l'oublie. Je pense que le juge de paix, ça restera le goût, le goût, le goût. Ouais, on est Oui, d'accord. ok, bah, on avait peut-être envie de faire une pâte carbo. Le mix. Ah non, il n'y a pas de. Ah si, il y a le parmesan, mais. Mm. Hmm, un petit peu plus cher, ouais. Ouais. Alors, après, ça va être toujours la même chose. C'est est-ce qu'on se dit qu'on va essayer de faire. Enfin, c'est. Comment? C'est de se dire, je veux faire un plat qui ressemble à celui qui plaît à tout le monde, ou je fais de toute façon quelque chose qui soit strictement différent, au moins comme ça tout le monde sera d'accord. Et c'est peut-être en fait là où on doit emmener les autres, c'est de dire bah, on va changer les habitudes et on va pas faire peut-être des pâtes au riz complet parce que il y en a qui vont être réfractaires, mais de dire on va proposer vraiment quelque chose de strictement différent et amener de nouvelles saveurs, amener de nouveaux goûts et toujours en disant c'est quoi le plaisir qu'on va en retirer. Bonjour. Oui, oui, Je vous en prie. oui. Ben oui, leur santé est importante. Hmm. Hmm. Alors, il y a toujours aussi des retours d'expérience, de dire, bah voilà, les équipes en salle, elles vont pouvoir, elles vont peut-être pousser pour dire, bah nous, on a envie de faire plaisir aux convives, à ceux qui viennent dans le restaurant, on a envie de répondre aux besoins. Et puis vous avez la cuisine qui va dire derrière, non, nous on a tout fait, on a tout fait notre mise en place. Tu vas pas commencer à nous casser les pieds. Hmm. On va pas tout réorganiser. Et c'est là aussi Hmm. c'est un sujet qui est cher à Olivier, qui anime de nombreuses tables rondes ici, d'avoir toujours une communication entre la salle et la cuisine Hmm. pour qu'il y ait vraiment en fait une offre qui soit adaptée pour offrir une expérience vraiment inoubliable aux convives et surtout adaptée. Hmm. Je Oui, pense oui. que ça, Et encore une fois, l'anticipation, que le menu prévoit déjà des options sans gluten sans laitage, sans avoir à changer quoi que ce soit en plein coup de feu. Je comprends que ce soit pas le moment, quoi. pardon. Alors, alors, là, je vais reprendre ma casquette d'ancien immunologiste et je vais vous dire en fait l'urbanisation. En fait, votre répertoire immunologique, c'est un grand bouquin. Quand vous êtes gamin, que vous vivez à la campagne, vous allez rencontrer tout un tas de molécules différentes et en fait,
Bah, c'est comme si on vous donnait une encyclopédie à lire et que vous appreniez tous les mots. Bah, votre répertoire immunitaire, il va faire la même chose. Il va croiser tout un tas d'animaux, tout un tas de végétaux, et il va se dire, ça c'est pas dangereux, ça c'est pas dangereux, ça c'est pas dangereux, c'est bon, je les ai mis en mémoire. Vous êtes en ville. Bah, votre encyclopédie, au lieu de faire 2500 pages, elle va en faire 250. Vous allez apprendre beaucoup moins de mots. Bah, ce que vous ne comprenez pas, vous allez dire c'est une insulte, et je vais répondre violemment. Bah, notre système immunitaire, il va faire à peu près la même chose. C'est-à-dire que, bah, ça, il y a un doute, je suis pas sûr, dans le doute, je vais frapper. Et dans le doute, je frappe encore. Et en fait, ce qui se passe, c'est que naturellement, avec l'attrition en fait, de notre répertoire, bah, on va développer de plus en plus d'allergies. Première chose. Deuxième chose, il y a un gradient des réactions allergiques. C'est-à-dire que dans l'hémisphère sud, vous avez beaucoup moins d'allergies que dans l'hémisphère nord. Et c'est normal, c'est juste lié en fait à l'intensité à l'intensité lumineuse. Et deux, pareil, ça dépend aussi de votre environnement, de ce qui va, des pathogènes que vous allez rencontrer. Il y a des pathogènes qui vont avoir une tendance à vous freiner les réactions allergiques. Moi, j'ajouterais, enfin, c'est très intéressant, hein, l'encyclopédie, mais non, il y a aussi pour moi l'industrialisation de l'alimentation. Notre corps ne reconnaît pas ces aliments qui sont des aliments issus de l'agroalimentaire et qui sont chimiques, quoi, enfin, qui sont industriels. Je pense que ça participe beaucoup à l'augmentation des intolérances. Tout à fait. Là, vous mettez le doigt aussi sur un autre élément. C'est vrai que parfois, pour donner une saveur, on va concentrer extrêmement d'ingrédients, on va les transformer, on va enlever toute la matrice alimentaire, donc Oui, oui, oui. les fibres, etc. Et en Oui, fait, on bah, pareil, retransforme. on va transformer. Et le Et gluten et le lactose sont des additifs qui sont dans énormément d'aliments. On n'y penserait pas dans les bouillons cubes, tout ce qui est texturant. Enfin, c'est utilisé comme anti-agglomérant dans tellement d'aliments. Du coup, on y est exposé du matin au soir sans même le savoir. Le pain, évidemment, mais aussi des choses où on ne croirait pas. La sauce soja, il va y avoir du gluten dedans. Voilà. Bon. Bien sûr. On considère qu'un produit est ultra transformé à partir du moment où il a plus de 5 ingrédients. Donc effectivement, s'il y a un mélange d'additifs, déjà on a au moins 3 trois ingrédients rien qu'avec les additifs. Donc oui, oui, le moins il est transformé, le mieux on va le digérer. alors, moi, j'aime pas le terme d'ultra transformé parce Ouais. que pour moi, enfin, si vous faites vous prenez un navet, vous allez servir un navarin. Vous l'avez découpé, vous l'avez fait poêler, vous allez le faire suer, revenir, mijoter, etc. Et en fait, finalement, le navet que vous servez dans un navarin n'a plus rien à voir avec le navet. Donc vous avez fait quand même une ultra transformation. Moi, je parle d'ultra substitution, qui pour moi est beaucoup plus Mm. problématique. C'est-à-dire qu'on va remplacer des ingrédients frais par des additifs alimentaires. Et Mm. là, qui me pose beaucoup plus problème, parce que finalement, la cuisine, c'est de l'ultra transformation des aliments. C'est vrai. Je le vois aussi dans ce sens-là. Après, il y a l'aspect industriel où Oui, on c'est ça, c'est va. maison quoi. Exactement, Oui. mais enfin, c'est Et pour une ça que je histoire préfère. d'échelle. Ouais. Sur l'échelle, je préfère Mm. désigner l'ultra substitution qui, D'accord. moi, me dérange beaucoup plus, Ouais. où on va pas mettre de produits naturels. Si vous prenez un jus d'orange sur le continent nord-américain, enfin, il y a très peu d'orange dedans, mais vous avez 18 additifs, chose qu'en France, vous n'aurez pas. Donc là, pour le coup, c'est plus de l'ultra transformation, c'est de Mm. l'ultra substitution. Donc c'est là aussi où une approche de se dire on revient avec des ingrédients frais, variés, et on s'adapte
sur ce que vous ne pouvez pas manger, bah, c'est la meilleure solution parce que d'un point de vue santé, c'est ce qui va être le plus adapté. Oui. De faire eux-mêmes leur plat, c'est ça? Non. Hmm. Hmm. Ah, une meilleure alimentation. Oui. Ah oui, mais moi je rêve qu'on apprenne à cuisiner au collège. Enfin, on apprend des choses tellement compliquées et on ne sait pas faire une vinaigrette, on ne sait pas laver une salade. Enfin, on va en avoir besoin très vite. Et si on ne sait pas, on va se diriger vers des aliments tout faits. Merci. La cuisine permet tellement de faire une éducation aux enfants sur du calcul pour les Oui, proportions, pour oui, la proportionnalité. c'est vrai. Tiens, j'ai ma recette pour 4, comment je la fais pour 5? Quelles vont être les quantités? Tiens, je peux les... On va les apprendre à lire. Tu lis bien ta fiche recette, tu essaies de tout comprendre. Tu as oublié une étape, tu vas voir, Tu vas le payer. c'est pas la même chose que sur la photo. Non. On va leur faire des sciences de la vie. Tu vas de reconnaître des fruits, des légumes. Qu'est-ce que c'est qu'un animal? De la chimie. De la chimie, En pâtisserie, c'est que ça. la chimie, de la biophysique. Oui, l'hygiène. Exactement, Ouais. de l'hygiène. Bah, de la résilience, le sens de l'effort. Oui, Tu vas te tenir debout et tu vas fouetter. Et, et en fait, c'est vrai que militer pour avoir des cours de cuisine dès l'école, en fait, ça devrait être un combat de tous nos représentants, Ouais, vraiment. je pense. Ouais. Mais oui. Mais oui. Et oui, vous prêchez des convaincus. Bien. Alors, je vais regarder l'heure, puisque dans 20 minutes va se dérouler la prochaine table ronde. Mais c'est vrai qu'en étant K2, ça va beaucoup plus vite. On aborde beaucoup Il y a plus de peut-être d'autres sujets questions. rapidement. Il y a quelque chose qui m'interroge quand même, Allez-y. qui m'interroge sur le savoir-faire la cuisine et tout ce que ça apporte. Il y a une question qui est générationnelle, vous comprenez, d'accord, en relisant. À mon époque, quand on était en échec scolaire, il y avait le parcours, c'était cuisinier. Cuisinier, chaudronnier. En troisième, on avait des mauvaises notes en français, des mauvaises notes en maths. On était cuisinier, chaudronnier. Et ce que j'entends dans le discours aujourd'hui, c'est que cette politique de l'éducation nationale, elle nous a mené à une mauvaise alimentation. C'est-à-dire, au lieu de valoriser le côté nutrition, Ouais. le côté cuisine, parce que la cuisine, c'est la nutrition, donc on emmène à sa fonction principale. Il y a une notion plaisir, mais aussi une fonction nutrition. Donc, au lieu d'aller vers ça, on a été vers le plus petit dénominateur possible. Il va falloir leur donner à manger, il faut qu'ils ressortent calés. D'accord? Donc, la problématique qu'on va retrouver aussi bien les problèmes d'allergie alimentaire, d'accord? En tout cas de non, comment on dit déjà, quand on ne supporte pas L'intolérance. cherchez le mot. Vous voyez, je suis quelqu'un de tolérant, même le mot intolérance le fait. Donc, intolérance alimentaire, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas enseigné dans le cursus cuisinier, en tout cas c'est Non. la PPE. Non, non. Je Ouais. pense que Bac Pro BTS, ici on le sait. Ah oui. Je pense qu'ils ont accès. Je vais me renseigner au niveau des compagnons du devoir, savoir si eux ils l'enseignent. Hmm. Mais la base quand même première, on a parlé tout à l'heure de la mise en place du cuisinier. Peut-être que si on leur apprend à faire une mise
Hmm. Ça va changer tout le système. Bien sûr. Voilà. Hmm. Je pense que ça, le départ, il est là. Le départ, il Oui, est que là. au CAP. On va pouvoir parler pendant des heures. Si les gars ne sont pas formés, Oui, oui. on n'aura rien. C'est la formation au début sur les cursus scolaires, aussi bien CAP, BEP, Bac Pro, BTS, qui fait que derrière, demain, dans les restaurants, on aura une offre qui répond à tous les besoins. Tout à fait. Mais Alors, aussi généraliste, au collège, tous les niveaux devraient apprendre à faire un petit peu la cuisine. En plus, par ailleurs. Commençons déjà par une métier de cuisinier, ça serait déjà pas mal. alors, moi, je partage votre avis sur bien des sujets. Le, le fait de sensibiliser les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, les jeunes cuisiniers, justement à toutes ces intolérances, comment se préparer, etc. J'ai peur aussi qu'ils soient confrontés à de grandes désillusions quand ils vont arriver sur des terrains de stage où on va leur dire tu me fais pas chier avec ces considérations-là, moi ça marche comme ça, et point barre. J'ai peur quand même qu'il y ait une déperdition, même s'ils vont Ils garderont amener les acquis. une sensibilisation, mais il y a certaines maisons qui vont être Oui, quand même en rétive. Et en fait, même si de toute façon on sait que ça va évoluer dans le bon sens, j'ai peur que ça prenne un peu plus de temps que prévu. Excusez-moi, j'aime pas reprendre deux fois la parole, mais vous me donnez du grain à moudre. Il n'y a pas un lobby à monter autour de la réglementation. Alors je sais que par exemple les intolérances doivent apparaître sur une carte. D'accord. Mais pourquoi dire quand il y a une intolérance qui apparaît sur une carte, vous devez proposer quelque chose de substitutif. Oui, oui. Voilà. Mais tant qu'il n'y aura pas de réglementation, il ne faut pas rêver. Un restaurateur, je dis ça, c'est pas péjoratif. C'est fait pour gagner du fric. C'est pas fait pour faire Tout entrepreneur. c'est pas fait pour faire de l'éthique. L'éthique, c'est où la santé sociale? C'est par là. Là, quand on va dans le monde, après dans le monde professionnel, c'est pour que les gens en vivent. Donc, il faut que les deux se mettent en relation et que l'un donne les limites à l'autre. Bah, Oui. je me permets pour une fois de prêcher 5 minutes pour ma paroisse. Moi, je suis pharmacien, j'ai développé un outil en fait qui recense pour tous les médicaments que vous allez trouver en France les recommandations alimentaires adaptées. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'il y a certains aliments qui sont vraiment incompatibles. On évite au moment de la prise, mais il y a certains aliments que vous devez éviter de toute façon pendant le traitement. Et il y a certains aliments que vous devez prendre pendant votre traitement. Mais ça, cette base de données, elle peut permettre d'être une première étape vers l'alimentation personnalisée, en combinant justement après avec tout ce qui va être sans gluten, sans lactose, sur des terrains allergiques, etc. Cette composante, on peut l'intégrer facilement, mais pour cela, il faut qu'on amène les outils à la fois organisationnels, digitaux, culturels, pour que ça puisse se mettre en place. Sinon, on n'y arrivera pas. Et c'est vrai que c'est une réflexion toujours systémique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a toujours une approche qui est très silotée. On amène quelque chose. Et le problème, c'est que quand on veut faire un changement global, c'est toujours très compliqué. Mais bon, on amène chacun notre pierre à l'édifice. Il me semble, au moins avec la cuisine anti-inflammatoire. Absolument. Est-ce que vous avez d'autres questions ou... Oui, c'est mon livre. Alors, Oui, bien sûr. instant promo. Ma cuisine anti-inflammatoire par Marianne Magnier-Moreno. Enchanté. Pour des recettes saines, savoureuses, sans gluten, sans lactose Et sans cuisson à haute température. et sans cuisson à haute température. Ah ça m'intéresse. Tiens. Cela, je vois un caramel. Vous faites un caramel à basse température? C'est de la purée de cacahuètes. Ah, ouais, C'est pour les ça trompe bien. Hein. On le regarde, on se dit, oh, C'est une un vinaigrette caramel. à la purée de cacahuètes. Comment tromper le cerveau? On s'attend à voir un caramel. Non, effectivement. Sans haute température, on n'a pas de caramel. Et oui, mais c'est là aussi où en fait les astuces doivent être là pour tromper le cerveau des gens et les inciter à aller à taper dans quelque chose vers lequel ils ne seraient peut-être pas allés. Et là, je dirais,
l'art du pâtissier, l'art du cuisinier qui doit s'exprimer. Mm. J'es- Ah, pardon. Alors, je vais... Alors là aussi, c'est attention, est-ce que c'est Ouais. des allergies ou des intolérances? Quel est le niveau de réaction Est-ce que D'accord, oui, donc là, c'est de l'allergie. Et mauvaise nouvelle, ça ne reviendra pas. C'est-à-dire que, en fait, pareil, notre système immunitaire, quand on vieillit, malheureusement, on passe tous par là, il oublie certaines pages. Non, on peut pas. Une fois qu'il les a oubliées, en fait, non, il les déchire. Il les déchire. Il dit, ah, ça, j'en ai plus besoin. Ça, je m'encombre plus. Et malheureusement, on développe certaines allergies, en effet, à partir de 50, 60, 65 ans. 65 ans, c'est le pic où on développe le plus d'allergies. pour les intolérances, par contre, quand il y a des réactions plus faibles, mais qui arrivent tout de suite, ah bah non, ça c'est toujours de l'allergie. Hein. C'est toujours de l'allergie. Si c'était de l'intolérance, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que en arrêtant les laitages, par exemple, vous avez moins de problèmes d'articulation, ce genre de choses, ça, je pourrais vous dire qu'il faut commencer par une éviction totale et puis réintroduire jusqu'à trouver votre seuil de tolérance. Vous verrez que sans doute, si vous mangez un plateau de fromage par semaine, ça va, pas plus. Ben, voilà, l'intolérance, on peut trouver son seuil de tolérance, mais bon. Mais l'allergie, c'est l'éviction totale, ouais. 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 Microbienne. Parce que vous avez... alors déjà, c'est 110 degrés, donc il y a quand même beaucoup de microbes qui sont tués. On n'est pas, c'est pas à froid, on ne s'est pas cru. Si Alors, on... ça dépend. Si vous faites une cuisine basse température sous vide, en fait, la pression va monter à l'intérieur et donc la température va absorbée par les bactéries va être suffisante. C'est si on met avec de la pression, là pour le coup, on corrige le problème. Moi, je nettoie les légumes à l'eau vinaigrée. Je fais très attention à la chaîne du froid. J'achète vraiment que des Enfin, c'est en amont que je ne crois pas qu'il faille forcément tout cuire à très très haute température en anticipant que tout est contaminé. Normalement, on est dans des circonstances. On vit dans un pays où la chaîne du froid est respectée. En tout cas, il faut choisir ses fournisseurs, avoir confiance dans ses fournisseurs et soi-même ramener vite ses courses à la maison, les traiter, les nettoyer comme il faut pour les légumes. Je Non, c'est suis pas sûr que inquiète. si vous allez en forêt ramasser vos fruits, légumes, etc., oui, là on va dire vous avez intérêt à bien brosser, à vinaigrer. passer à l'eau vinaigrée et vous pourrez faire une cuisson basse température. Mais bon, sinon J'ai écrit un livre, mais oui, non, à partir du moment où vous choisissez, où vous allez sur des circuits sécurisés, vous n'avez pas trop de risques sanitaires à ce niveau-là. Oui, oui, oui. je vous en prie. Bien écoutez, je remercie encore Marianne pour son intervention. Merci à vous, Grégoire. Je vous remercie.